Leurs enfants d'Edith Wharton, dans la traduction de Louis Gillet. Chapitre 1er. Troué par les remorqueurs bouillonnants qui tiraient dessus à plein collier, le vaste paquebot des messageries commençait à glisser dans la rade d'Alger. Du haut du pont promenade, Martin Boyne jeta un regard sur la troupe des passagers qui obstruaient l'escalier des premières et lui offrait la revue de leurs visages inconsciemment levés. Pas une âme à qui parler. Allons, c'est bien ma chance. De la chance, il y a des voyageurs qui en ont. Ils n'ont qu'à prendre le train, à monter en bateau pour tomber sur un vieil ami ou faire, plaisir plus vif, une nouvelle connaissance. Ces gens-là se découvrent toujours pour voisins de cabine ou de compartiment une étoile en voyage, un châtelain illustre, un collectionneur réputé, un original singulier. Mais ce dernier gibier, s'il est toujours le plus amusant, est aussi l'oiseau rare. Le grand-oncle Édouard, par exemple. Elles étaient célèbres dans la famille, les aventures de l'oncle Édouard. Chez lui, en Amérique, dans son mobilier solennel de Boston, c'était l'ennui personnifié. Mais dès qu'il mettait le pied à bord ou qu'il prenait le train, ou bien la diligence dans sa lointaine jeunesse, aussitôt, le destin s'amusait à le désigner pour devenir le héros d'une rencontre plaisante. C'était Rachel, dans sa légendaire et lamentable tournée à travers les États-Unis. C'était Ruskin sur le lac de Genève. C'était le doyen de Canterbury, qui surgissait à point nommé comme l'oncle Édouard contemplait, avec toute l'émotion qui convient, le monument du prince noir, ou bien le duc du Devonshire, celui de ce temps-là, qui survenait juste au moment où l'oncle posait poliment une question insignifiante au maître d'hôtel qui lui faisait visiter Chatsworth. Et instantanément, Rachel envoya à l'oncle une avant-scène pour la soirée de sa fatale première au théâtre de Boston. Ruskin d'inviter l'oncle à passer un mois à Venise. Le doyen s'empressait de le loger au chapitre. Le duc le suppliait d'être son hôte à Chatsworth. Cependant, l'oncle, si on le pressait sur ses grands souvenirs, répliquait doucement avec son sourire gelé. « Rachel, beaucoup de talent, mais un vrai laidron. » Ou bien « Le duc. On n'était pas plus simple et plus aimable. » Ou « Il n'y a pas à dire, Ruskin avait tout à fait l'allure d'un gentleman. » Telles étaient les impressions produites sur l'oncle Édouard par ses succès incomparables sur la grande scène du monde où, pendant 60 ans, il avait promené son éternel sourire et son regard aveugle. Ah, si Martin Boyne avait été à sa place. Il était homme, lui, à ne laisser échapper aucune nuance du plaisir. Toute la grappe, il l'aurait pressée sans en rien perdre. Boyne était un voyageur qui avait beaucoup couru le monde, et que son métier d'ingénieur avait conduit dans plus d'un endroit singulier. Seulement, il avait beau faire, quoique toujours à l'affût d'une rencontre agréable, il avait eu le malheur de ne jamais en faire. Non, certes qu'il n'eût pas le goût de l'aventure, ce sont les aventures qui ne voulaient pas de lui. Et quand le roman bout d'un homme qui a passé la quarantaine, il n'y a plus guère de chance pour que cela change. « Ça doit tenir à mon nez », se disait-il le matin même en se faisant la barbe dans la spacieuse cabine qu'il occupait sur le pont du paquebot des messageries. Et non, évidemment, ce n'était pas un effet pour les aventures, un de ces nez entreprenants qui ne se gênent pas pour se mêler des affaires d'autrui. Et les deux yeux très écartés, abrités et volontiers mi-clos quand il voulait y regarder de plus près, ses yeux étaient d'un gris réservé et douteux qui n'était pas fait pour donner à ce nez beaucoup d'encouragement. « Allons, comme d'habitude, personne qu'en vaille la peine, » grommela-t-il à mi-voix, car la journée était si belle, le port d'Alger si étincelant de lumière et de chaleur, lui-même se sentait si léger et si plein d'entrain, c'étaient ses vacances, les premières depuis des mois de dur labeur, qu'il avait peine à croire qu'il fût le même homme. Il n'avait plus les mêmes yeux qu'il avait tout à l'heure pour se regarder dans la glace. Le regard méfiant et circonspect du monsieur de 46 ans, qui manifestement a passé l'âge de la surprise et du roman. « Voilà ma veine. Encore, si je reste seul dans ma cabine, c'est ce qui peut m'arriver de mieux pour le reste de la croisière, » se dit-il philosophiquement, s'attachant à la perspective d'une quinzaine de solitude et de pleine mer avant l'incertitude de ce qu'il attendait à la fin du voyage. Et elle, que je n'ai pas revue une fois depuis 5 ans, se dit-il, avec cette sensation de creux à la ceinture que donne l'anxiété prolongée.
Les passagers continuaient à monter. Boyne se pencha pour regarder la fin de la queue, mais cette fois avec un plissement des yeux et une faible dilatation de ses prudentes narines. Son attention venait d'être attirée par une toute jeune femme ou jeune fille, toute mince et qui portait sur le bras un gros bébé joufflu. L'enfant était au moins 2 fois trop lourd pour elle et à demi assoupi, mais elle penchait son visage sur le sien avec un regard de sollicitude qui arracha à Boyne un murmure d'admiration. Diable, si j'étais plus jeune. À 46 ans, le cœur des messieurs ne bat plus à la vue d'un joli visage aussi souvent qu'à 20. Mais quand cette vue les frappe, le coup est beaucoup plus fort. Du reste, Boyne n'était pas un amateur de jolies femmes. Il était plutôt curieux de gens intéressants, et il eut comme de l'humeur à se voir distrait dans cette recherche par quelque chose d'aussi étranger à son état présent que pouvait l'être un excès de jeunesse et de grâce pathétique. Pauvre petite, cet enfant est beaucoup trop lourd pour elle. On l'aura marié en sortant de nourrice, quel crime! Le jeune visage, tout en s'élevant, continuait à se pencher sur l'enfant, et les épaules délicates se voûtaient sous leur fardeau, à mesure que l'encombrement obligeait la flûte personne à garder sa position incommode à mi-chemin de l'escalier. Une nurse de style correct, coiffée du bonnet et du voile classique, lui toucha l'épaule comme pour lui offrir de la relayer, mais elle ne fit que resserrer le bras autour de l'enfant, sur quoi la nurse, se penchant à son tour, prit dans ses bras une fillette de 4 ou 5 ans à cheveux carottes et habillée de couleurs voyantes qui la faisaient ressembler à une petite bohémienne. « Quoi? Encore une? Mais c'est de la barbarie. Ça devrait être défendu. » Ici, l'attention de Boyne fut divertie par le passage d'un garçon qui lui demandait où désirait que sa chaise fût placée. Il se retourna pour régler cette petite affaire et lut sur le dossier de la chaise voisine une carte au nom de Madame Clive Water. Clive Water. Boyne avait comme une vague impression que ce nom lui était connu. Mais oui, voyons, bien sûr. Fallait-il être loin du monde, toujours au diable, en Argentine, en Australie, puis en Égypte? Depuis la guerre, ah vraiment. Fallait-il ne plus être à la page et avoir oublié les figurants du quadrille mondain de New York pour avoir hésité ne fût-ce qu'un instant à repérer Clive Water, ce grand rougeau de Chicago, son camarade de Harvard, plus tard une des grandes vedettes de New York des milliardaires. Clive Water, parbleu, le type dont tout le monde dit avec déférence, il a des intérêts partout. Des intérêts de Water. Boyne s'en souvenait à présent d'en avoir rencontré jusqu'au fin fond de l'Argentine. Actuellement intéressé surtout, disait-on, dans les affaires Ritz et les autos de grande marque, et aussi propriétaire de yachts, marié en tout cas. Là-dessus, pas de doute. La mémoire revenait à Boyne. Maintenant, il se rappelait tout. Clive avait épousé, voilà quelques 16 ou 17 ans, cette jolie petite Mervyn de New York, Joyce Mervyn, un des flirts de Boyne dans les bals d'un lointain hiver, peu après sa sortie de Harvard. Joyce Mervyn. Elle lui avait écrit pour lui annoncer ses fiançailles, et avait glissé dans l'enveloppe une photo de Kodak qui la représentait, avec un « Au revoir, Martin » griffonné en travers. « Est-ce qu'elle aurait eu un caprice pour moi ?» se demanda Boyne. Bon, la question ne se posait pas, j'étais beaucoup trop gueux. Et voilà qu'ils allaient se trouver voisins pour 15 jours, sur la mer enchantée, entre Alger et Venise. Il se rappela le visage qu'il avait contemplé le matin en se faisant la barbe et se dit « Je parie qu'elle est toujours la même. Les jolies femmes ne changent pas. Mais moi, je suis bien sûr qu'elle ne va pas me reconnaître. » Cette pensée n'était pas gaie, mais elle avait tout de même un côté rassurant. Cela lui permettrait de regarder incognito et de faire déplacer sa chaise sans insister, s'il n'était pas content de l'examen. Le paquebot avait, d'un frisson de ses larges flancs, secoué son essaim de remorqueur et de voilier comme une bande d'insectes, et maintenant, la grande plaine bleue s'étendait devant sa proue tournée vers l'Orient. Boyne prit un roman, descendit sa casquette sur son nez et s'arrangea sur sa chaise longue en attendant Madame Water. « C'est bien, c'est très bien », dit près de lui une voix flûtée. Boyne releva brusquement la tête et vit à quelques pas la jeune personne trop mince qui portait le matin le bébé trop lourd sur l'escalier. Elle s'arrêta, jeta un regard de son côté sur la rangée de chaises longues, fit un signe au garçon
et disparut par la porte d'un appartement de luxe situé à l'avant. Ce fut l'espace d'un instant, mais cela suffit pour donner à Boyne un aperçu d'une petite figure pâle avec des sourcils inquiets qui se crispaient sur des yeux noisettes trop sérieux et trop larges, et une bouche très rouge toute prête, sous le moindre prétexte, à éclater d'un rire d'enfant. Il n'eut pas le temps de se demander si elle était jolie ou non. Il y avait trop de choses dans ce visage pour lui en laisser le loisir. Sur le seuil de la cabine, il entendit la petite voix pressée et ferme qui disait à quelqu'un qu'on ne voyait pas « Nounou, as-tu donné à Chip son sirop Benja? Est-ce qu'on sait qui est dans la cabine avec Terry ?» Elle s'y entend, la petite maman, pensa Boyne, tout en se demandant si tout de même ce n'était pas bien tôt pour que le souci maternel vînt mettre son ombre sur un front si jeune. « Excusez, monsieur, il y a un passager inscrit pour l'autre place de votre cabine. » Le garçon repassait, chargé d'une paire de valises élégantes et d'un rouleau de couverture. « Allons bon, c'était fatal, » grogna Boyne en se préparant à suivre le garçon. « Et qui est ce passager ?»« Water, il y a écrit Water sur les bagages. » Ça, pour le coup, c'était amusant. Madame Clive Water pour voisine de chaise longue et son vieux copain de Harvard pour voisin de cabine. Sans être transporté de plaisir, Boyne éprouva du moins un petit mouvement de curiosité devant cette combinaison imprévue de circonstances. Comme il se retournait, il aperçut un petit garçon qui, sur le seuil de la cabine, l'examinait sans d'ailleurs aucune espèce d'embarras. « Parfait, » dit l'enfant tranquillement. Il parlait d'une petite voix de tête, point plaintive ni efféminée, mais fluette et un peu lasse, comme toute sa mince petite personne. Boyne lui donna 11 ans et le trouva trop grand, l'air trop raisonnable pour son âge. Sans doute une conséquence de cette fragilité physique que venait de trahir la voix du petit garçon. Il portait un costume de collégien anglais. Mais il ne ressemblait pas à un petit anglais. On devinait tout de suite en lui un jeune cosmopolite, affiné, usé déjà par le contact de trop de civilisations diverses, ou plus simplement par le séjour de trop d'hôtels. « C'est moi, monsieur, qui vais être votre voisin de cabine. »« Ah, » fit Boyne, « je croyais que ce serait votre père. Je connais votre père. Nous avons été camarades à Harvard. » Le petit Water ne manifesta qu'un faible intérêt pour ce renseignement. « Voulez-vous être assez aimable pour me rappeler votre nom ?» demanda-t-il pourtant, comme pour s'acquitter d'un devoir de société. « Boyne, Martin Boyne. Mais il y a si longtemps que je n'ai vu votre papa que peut-être aurait-il peine à me reconnaître. »« Ma foi, » remarqua Water fils, « si papa était ici, je n'y serais probablement pas. Ce n'est pas souvent qu'on est ensemble avec papa. » Une blondine du même âge, mais de teint plus chaud, venait de pénétrer dans la cabine et passait le bras sous celui de son frère. « Je te cherche partout, » dit-elle. « C'est Judith qui m'envoie. »« Eh bien, tu lui diras que je suis avec monsieur. » La fillette releva des cils extrêmement épais et appuya sur Boyne le regard d'une paire d'yeux gris immenses et charmants. Puis, elle fit la moue et regarda son frère. « Tu crois, Terry, que tu pourras, pendant 15 jours ?» Le petit garçon rougit et se dégagea vivement. « Ta bouche, bébé, » lui dit-il sévèrement. « Je vais dire à Judith de graisser la patte au garçon. » L'enfant bondit avec colère. « Veux-tu te taire quand je te le dis? Monsieur est un ami de papa. »« Ah » murmura la petite fille, et elle ajouta, après un nouveau regard sur Boyne, « Eh bien, on ne le dirait pas. »« Blanca, veux-tu me faire le plaisir de sortir ?» La petite recula, les lèvres frémissantes, battit en retraite, toute confuse, et s'enfuit. « Ne faites pas attention, monsieur, ce n'est que ma sœur jumelle, » dit Terry Water en guise d'excuse. Il acheva de passer en revue la cabine, puis sortit à son tour et se lança à la poursuite de la coupable. Boyne regagna sa chaise longue et son livre, mais quoique ce livre ne fût pas particulièrement ennuyeux, il ne put s'empêcher de guetter du coin de l'œil la chaise vide qui portait le nom de Madame Water. Sa curiosité avait grandi démesurément, depuis que le hasard lui avait fait rencontrer ses enfants, et au souvenir d'autrefois, il découvrait dans la fille de Madame Water une ressemblance à la fois criante et pourtant lointaine avec la mère. Joyce Mervyn, oui, c'était bien cette même bouche charnue et rouge au milieu d'un visage d'une pâleur diaphane,
et cette manière lente et savante de manœuvrer ses grands yeux. Seulement, la fille semblait d'une pâte plus fine. Mais, par exemple, voici ce qui était singulier. Terry ne ressemblait pas à Clive Wetter, mais pas du tout. Il y avait chez Blanca quelque chose d'un peu vulgaire, qui contrastait avec l'air de distinction de son frère. Tout à coup, de l'appartement à l'avant du bateau, la madone à l'enfant sortit. Elle tenait son petit chérubin par la main et l'aidait maternellement à marcher sur le pont. Elle s'installa à côté de Boyne, attira l'enfant sur ses genoux et fit signe au garçon de lui apporter une couverture, après quoi elle renversa la tête avec un soupir de satisfaction. « On est bien ici, mon vieux Chip, » dit-elle avec sa jolie voix flûtée. Chip rit, d'un bon rire bien portant. On voyait que ces deux créatures charmantes se tenaient mutuellement pour de petites merveilles. Chapitre 2. Ma foi, tant pis, se dit Boyne. Je ne vais pas me mêler d'apprendre à ma voisine qu'elle a pris justement la chaise de Madame Clive Wetter. Ce n'est pas mon affaire. Sans compter que si c'était une gouvernante ou une femme de chambre au service de cette dame, de quoi aurais-je l'air? Mais non, corrigea-t-il après un nouvel examen. Elle est beaucoup trop jeune, et puis elle n'a pas le physique de l'emploi. Quand elle parlait à ces personnes qu'on ne voyait pas, c'était pour donner des ordres et non pour y répondre. Les nurses, les gouvernantes, c'étaient les autres et non pas elle. Elle aura pris la chaise de Madame Wetter tout bonnement parce que c'est une des dernières libres, et elle sait très bien qu'elle s'expose d'un moment à l'autre à en être délogée. C'est ce petit désagrément que Boyne aurait justement souhaité lui épargner. Joyce Wetter, la Joyce qu'il avait connue, céder sa chaise sans bataille, il ne voyait pas ça. « Excusez-moi, mais si quelqu'un venait réclamer cette chaise, voulez-vous me permettre de vous en chercher une autre avant que toutes les places du premier rang soient occupées? Je me suis trompé de chaise. Mais non, c'est bien la mienne. » Et les yeux noisettes sous leurs longs cils pareils à ceux de Blanca s'attardèrent dans un regard de gratitude polie. Mais Boyne, médusé, s'enfonçait dans ses réflexions. Alors, voyons, Madame Clive Wetter, cet enfant? Mon Dieu, après tout, pourquoi pas? Ce n'est plus la mienne, évidemment, mais par ces temps d'unions éphémères, on ne s'étonne pas pour si peu. Le ménage Wetter que Boyne avait connu devait dater environ d'une vingtaine d'années, et depuis ce moment-là, Clive Wetter avait eu le temps de faire assez d'argent pour s'offrir une demi-douzaine de divorces et de remariages avec tout le tremblement. Mais oui, sa voisine ne pouvait être qu'une nouvelle Madame Wetter, la dernière Madame Wetter. Probablement le numéro 2 ou le numéro 3 depuis la pauvre Joyce. D'ailleurs, pourquoi pauvre Joyce? Puisque celle-ci, suivant toutes les apparences, avait dû se mouvoir sur l'échiquier matrimonial avec autant d'aisance et de rapidité que son premier mari. Enfin, au bout du compte, si c'est réellement une Madame Wetter, pensa Boyne, rien ne m'empêche de me présenter dans son champ visuel comme un vieil ami de son mari. Prétexte plus que suffisant pour justifier des relations dans une croisière d'agrément. Toutefois, la froideur de Terry quand il lui avait parlé de son père lui revint à l'esprit et ce souvenir le rendit perplexe. Le mariage moderne est un labyrinthe plein de pièges pour qui revient de loin. L'apparition de Blanca trancha l'hésitation. Elle arrivait d'un pas dansant comme un papillon qui flotte sur un parterre de thym. Et Boyne entendit sa voisine interpeller d'un ton sévère la nouvelle arrivante. « Chérie, tu n'as pas ton manteau. Va tout de suite le demander à Scopie, la brise est fraîche. » Blanca se pencha sur elle d'un geste caressant. « Oui, j'y vais. » Mais au lieu d'obéir, elle planta son regard sur Boyne. « Ce monsieur dit qu'il connaît papa, » ajouta-t-elle. Boyne sentit un instant se poser sur lui avec surprise le regard de sa voisine, mais déjà, elle ne faisait plus attention à lui. « Blanca, je te répète d'aller mettre ton manteau et occupe-toi de voir si Terry a le sien. Ne t'appuie pas sur moi ainsi, tu vois bien que Chip dort. » Elle parlait d'un ton las et un peu irrité, mais en se penchant sur le petit, son mince profil s'adoucit et se teinta d'une expression puérile et touchante. « Chut !» fit-elle, et la petite, obéissante, se retira sur la pointe des pieds. « Oncle Édouard, patron des aventures, » pensa Boyne, et il risqua un compliment enjoué. « C'est merveilleux comme vous tenez tout ce petit monde-là en main. » Elle sourit.
Oh, ils sont très gentils tous, excepté Zinni, s'écria-t-elle, et Boyne, suivant son regard horrifié, aperçut un robuste petit corps, à peu près nu, surmonté d'une tignasse orange, un collier d'ambre autour du cou, qui cabriolait de leur côté à l'émerveillement et la joie de la double rangée de chaises longues. En un clin d'œil, la jeune femme fut debout, et Boyne recevait dans les bras un paquet parfumé au savon d'iris. « Tenez-moi, Chip, ordonna-t-elle. « Oh, l'affreux petit diable rouge !» Elle courut, rattrapa la petite tête orange et se mit à la secouer d'importance. « Quand tu te seras enrhumé, petite peste !» lui dit-elle, pour toute semonce, comme si c'était le pire qu'il eût à lui reprocher. Et ayant poussé la criminelle dans les bras d'une nurse lancée à sa poursuite, elle regagna sa chaise longue. « Comme vous l'avez bien tenu, il ne s'est pas réveillé. » Elle reprit le paquet tiède, à demi dénoué, et sentant le sommeil. À présent, le regard qu'elle tourna vers Boyne était plein d'une intimité confiante. « Vous aimez les bébés ?» dit-elle. « Oui, mais je n'en ai jamais vu de si gentil, ni de si lourd. » Elle rayonna d'orgueil. « N'est-ce pas? On en a sa charge. Il pèse 1 kilo de plus qu'un enfant de 2 ans. Quand Bitchy avait le même âge. »« Bitchy, interrompit Boyne, tout à l'heure vous disiez Zinni. »« Zinni, c'en est une autre. » Elle se mit à rire de l'air amusé d'un enfant qui s'égaye de l'ignorance des grandes personnes. « Bitchy, voyez-vous, c'est une D, mais vous ne connaissez pas les autres. » Ajouta-t-elle, « et je me demande même où ils peuvent bien être passés. »« Les D, répéta-t-il au comble de l'ahurissement. « Oui, les demi, Bun et Bitchy. Ils ne sont qu'à moitié des nôtres, Ginny aussi. Ce sont des demi-frères, enfin de la belle famille. Mais nous les aimons tout autant que si c'étaient des vrais. Excepté quand Bun fait le méchant. C'est le seul qui me donne du mal. Tenez, reprenez Chip, s'écria-t-elle, et Boyne se vit de nouveau sur les bras, le petit tas de sommeil rose. Le voyez-vous, ce Bun qui fait encore des siennes, comme chaque fois qu'il est tout seul? Et on vit, au même moment, un vigoureux petit gars en jumper écarlate, qui s'avançait à 4 pattes en émettant force grognements et rugissements d'animaux. Il joue encore à la ménagerie. Quel malheur! Et le bateau qui roule, il se cassera la tête. Sa mère était dompteuse. Mais il va se blesser, c'est sûr. Scopie, enlevez-le. Une espèce d'échalas femelle, le visage taillé à coups de serpe, avec une expression de bonté résolue et un chapeau de paille fané planté de travers sur un chignon gris en coup de vent, venait d'apparaître dans le sillage de Bun et le remettait sur ses pieds aussi solidement que le permettait le roulis. Le visage du gamin, noir de rage, se fendit comme pour hurler. Mais au même moment, un petit bout de fienne brune, avec d'immenses yeux d'agate et une broussaille noire et crépue, jaillit d'un salon de luxe et se précipita vers lui, les bras ouverts. Instantanément, sa colère fondit en larmes, et les 2 petits tombèrent dans les bras l'un de l'autre avec des gestes dramatiques, pendant que la gouvernante, indifférente à cette explosion de sensibilité, la faisait retraiter sévèrement dans leurs appartements. La voisine de Martin Boyne se renversa sur sa chaise longue avec un accès de faux rire. N'est-ce pas qu'elle est comique? Elle ne peut pas supporter ce genre d'embrassade. Elle trouve que ce ne sont pas des manières de chez nous. Pas de chez nous, les pauvres. Bien sûr, ce sont des Italiens. Mais la petite a beaucoup d'empire sur son frère. C'est heureux. Sans cela, il faudrait y renoncer. Et elle serra sur son cœur le bébé ivre de sommeil. Ça doit être bien fatigant, même sans Bun, risqua Boyne, qui grillait de voir clair dans ces ténèbres et de démêler cet imbroglio de frères et de sœurs, de demi-frères et de demi-sœurs, pour éclaircir l'état civil de la singulière petite personne assise à son côté. Voyager avec toute cette sma-là. « Et Water, qui n'est pas là pour vous aider ?» Elle leva imperceptiblement les épaules. « Oh, il n'est pas d'un grand secours. Cela l'horripile de voyager en famille. Mais il y a Terry qui m'aide. » Et un sourire maternel se joua sur son visage, ce petit visage si mobile où il se passait tant de choses que Boyne n'avait jamais le temps de décider s'il était joli ou seulement amusant. « Terry, mon voisin de cabine ?» dit Boyne en souriant. « Un bonhomme comme lui doit être un réel appui. » Il n'osa pas dire un fils, parce qu'il ne pouvait se résoudre à croire qu'une enfant comme sa voisine fût déjà la mère d'un gamin de l'âge de Terry. Ne sachant trop que dire, il ajouta « À cet âge, un petit homme est toujours fier de sa maman. » La jeune femme parut réfléchir. « Ma foi, dit-elle, je ne sais pas si Terry est fier de Joyce, mais il l'aime, bien sûr, comme nous tous. Elle est tellement belle. Je ne crois pas que même Blanca puisse un jour l'égaler. » Joyce. Ce nom fut pour Boyne une bouée de sauvetage.
C'était clair. Joyce Mervyn, son ancien flirt, errait encore quelque part dans le dédale de l'énigme Water. Oui, mais où? Et cette petite qui appelait froidement Joyce par son petit nom? Ainsi, ce qu'il avait pris pour un trait de lumière ne faisait en réalité qu'accroître l'obscurité. Savez-vous que Joyce, comme vous dites, a été une grande amie à moi il y a de cela très longtemps? Vraiment? Il paraît que Blanca est le portrait de ce qu'elle était à ce moment-là. Trouvez-vous? Dame, elle a un peu épaissi, mais tout de même pas autant qu'elle croit. C'est son idée fixe, vous savez, ça la rend très malheureuse. Boyne se mit à rire. Si elle n'a pas de plus grand malheur. Mon Dieu, non. Du moins, plus maintenant. Depuis la naissance de Chip, ça a été une seconde édition de lune de miel, n'est-ce pas, mon vieux Chip? Une seconde, une lune de miel, depuis Chip. Alors ce chérubin, ce n'était pas l'enfant de cette jeune voisine, c'était celui de Joyce Mervyn? Non, de Joyce Water. Enfin, de Joyce je ne sais pas quoi. Ah, pour Dieu, Joyce qui? Ce dernier pas venait d'amener enfin le voyageur au cœur du labyrinthe. Il ne restait plus qu'à en sortir. Décidé à trouver le mot de l'énigme, Boyne insista. Oui, Joyce a été une grande amie à moi, une très grande amie pendant tout un hiver. Tout un hiver, c'est bien long pour Joyce. De sorte que je peux me permettre sans doute de me présenter, Martin Boyne, et de vous demander... À cet instant, un cri lui coupa en deux sa phrase, et il aperçut le jeune Bunn, qui s'avançait pieds nus avec une agilité de chat sur les dossiers du premier rang de chaises, dont les occupants plongeaient la tête à mesure à son passage en riant de son adresse. C'est que sa mère aussi était une équilibriste. Quelle pitié! Jeta la jeune femme en se précipitant vers Bunn. Puis, l'ayant saisi et corrigé, en redoublant la correction pour le punir de ses cris furieux, elle entraîna l'enfant du côté du gendarme femelle et mal coiffé qui déjà tout à l'heure s'était occupé de lui. En retournant s'asseoir, pâle et un peu essoufflée, elle donnait l'impression que vraiment quelquefois elle en avait par-dessus la tête. Elle s'écroula auprès de Boyne avec un grand soupir. « Si jamais vous vous mariez... »« Tiens, se dit Boyne, comment sait-elle que je ne le suis pas ? Je vous conseille de n'avoir pas d'enfant. Non, vraiment, je n'ai pas de meilleur avis à vous donner. On comprend que papa et maman ne tiennent pas à voyager avec un pareil cirque. » Papa et maman? Boyne ne douta plus. Décidément, sa voisine était une jeune fille. Chapitre 3. L'entretien fut brisé net par l'appel du déjeuner. Au premier grondement du gong, la jeune fille sauta sur les pieds pendant que Boyne lui disait « Si vous n'avez pas déjà une place retenue, peut-être pourrions-nous prendre une petite table ? Merci mille fois, je déjeune avec mes petits. » Et Boyne se souvint avec regret que le palace marin qu'occupait les Water comportait une salle à manger à part pour voyageurs en bas âge. Force lui fut de se rabattre sur sa place ordinaire à une table d'épave comme lui-même, une consciencieuse dame à lunettes qui potassait la Sicile, un vieux monsieur qui confiait tous les matins à ses voisins « J'ai toujours dit que le bacon qu'on vous sert sur les transatlantiques est meilleur que ce que l'on me sert chez moi. » Et un pâle clergyman à qui ses paroissiens offraient un voyage de vacances. Tout de suite après le repas, Boyne se dépêcha de regagner sa chaise, dans l'espoir de retrouver sa charmante voisine. Mais il n'y avait personne, et la place demeura vide jusqu'au soir de l'interminable journée bleue qui n'en finissait plus de se pencher vers la nuit. « Papa et maman, » avait dit la jeune fille. Papa et maman, ce ne pouvaient être que les Clive Water, les vieux amis de Boyne. Les Clive Water, état original, épreuve avant la lettre. Dans ce cas, sa mince voisine était la fille du ménage, une fille aînée venue peu de temps après le mariage, dont un fruit postérieur de 13 ou 14 ans était ce vigoureux petit Chip. Mais à peine en était-il là, que l'image énigmatique du trio Zinni, Bunn, Beachy vint bousculer cette solution trop facile. Diable de dés! Comment diantre expliquer les dés? Qu'est-ce que c'était que ces mioches-là? D'où est-ce qu'ils sortaient? Comment ces intrus cadraient-ils avec un groupe de famille où Judith à un bout, oui, c'est bien ainsi qu'on l'appelait, Chip à l'autre, fermait le cercle. Des bribes de détails jetés par la jeune fille lui dansaient dans la tête, avec les noms des petits pruneaux, Bunn et Beachy. Pas de chez nous, c'est des Italiens. Mais alors ces deux-là, ils n'étaient ni à Clive Water ni à sa femme. Pour celle-ci, pas de doute. La jeune fille avait dit que la mère était dompteuse. Il ne restait que Zinni, le diablotin rouge. Elle demeurait, celle-là, totalement inexpliquée et rien, dans sa frimousse effrontée et intelligente,
Obstiné en trompette et semé de taches de son sous son peloton de laine orange, rien ne faisait penser à une parenté quelconque avec les deux petits noireaux. Américaine, cette Zinnie, agressivement américaine, autant que Bitchy et Bun étaient italiens, et beaucoup plus que les trois aînés, chez qui le caractère ethnique se trouvait un peu effacé par les frottements cosmopolites. En botanique, on aurait dit que les dés offraient le type de l'espèce, tandis que Judith, Blanca et Terry étaient d'exquises fleurs de jardin, ce qu'on appelle des hybrides. Enfin, plus notre héros s'enfonçait dans le problème, et plus il le trouvait obscur. La vie de bord la plus unie se prête à 100 petits rapprochements agréables. À la fin de la journée, l'antique demoiselle que les jeunes Water appelaient Scopie reparut, seule cette fois et cherchant un endroit où s'asseoir. Boyne lui montra aussitôt la chaise vide auprès de lui. La vieille fille répondit avec un austère sourire. « Les nôtres sont de l'autre côté, mais c'est égal. Je peux m'asseoir pendant que Judith se repose. » Et elle s'installa mécaniquement avec des gestes d'une précision anguleuse. Elle accompagna cette action d'un timide regard de bienveillance et ajouta « Il paraît que vous êtes un ami de la famille. » Boyne fit un oui empressé et la vieille demoiselle reprit sur le même thème, en développant cette idée que c'était un soulagement dans ces grands voyages qu'elle faisait avec les enfants, de trouver quelqu'un de connaissance qui pourrait rendre service en cas de difficulté. Non pas qu'il y eût, maintenant, aucune raison de se tourmenter, mais c'était pour Judith une bien grosse responsabilité que de transplanter toute la tribu de Biskra à Venise, et d'ailleurs, on n'était jamais tranquille avec Terry. Au bout de 4 mois de Biskra, cet enfant n'avait pas repris comme on l'espérait. Il avait toujours le soir un peu de température, et Scopie soupira en détournant ce visage de dur à cuire où se perchait, comme une hutte d'ermite sur une falaise, son chapeau. « Je comprends que cet enfant vous donne du souci. Il a la mine un peu tirée, » dit Boyne avec l'espoir qu'un ton de cordialité pourrait, de fil en aiguille, amener la vieille fille à faire des confidences. « Du souci, c'est trop dire. Judith ne voudrait pas de ce mot-là. Seulement on est toujours un peu sur le qui-vive. » Elle soupira encore, et il vit qu'elle tournait la tête pour cacher ses yeux qui se mouillaient. « Comme vous dites, c'est une responsabilité terrible à l'âge de Mademoiselle Water. Si je me permets de parler de son âge, c'est que je le devine à peu près. J'ai beaucoup connu les parents avant leur mariage. » À la satisfaction de Boyne, la nommée Scopie accueillit cette nouvelle beaucoup mieux que ses jeunes ouailles n'avaient fait tout à l'heure. Elle y prit un vif intérêt, et parut même rassurée d'apprendre qu'un personnage aussi posé que Boyne avait, à un moment donné, fréquenté la maison. « C'est dommage que vous ayez cessé, » dit-elle en émettant un autre de ses soupirs. « Que voulez-vous ? Nos routes se sont passablement écartées si bien que d'abord je me demandais... Mais maintenant j'ai vu Chip et je pense que tout va bien. » Pauvre petit Chipstone. Oui, c'est lui notre espoir et notre consolation. Elle baissa les yeux, et une rougeur passa sur ses pommettes de briques, comme un coucher de soleil sur un mur de granit. Vous comprenez, Terry est si délicat. C'est souvent ainsi avec les jumeaux. Monsieur n'était pas tranquille tant qu'il n'y avait pas d'autres garçons. Chip a l'air d'un gaillard. On peut bâtir là-dessus, c'est solide. Elle eut un petit sourire blême et murmura. Oh, celui-là, il ne nous a pas donné une seconde d'inquiétude. Tout cela était très intéressant, mais cela n'expliquait pas les dés, ces dés que Judith aimait comme si c'étaient des vrais. Pas une seconde. Je voudrais pouvoir en dire autant des autres, reprit la vieille fille, qui cédait, comme Boyne l'avait bien espéré, au plaisir d'aérer un peu les doléances de son cœur. Les autres, c'est-à-dire les petits métèques avec leurs scènes, leurs piailleries et toutes leurs comédies, ça, je ne m'y ferai jamais. Mais Zinnie, celle-là n'est pas une étrangère, dit Boyne pour exciter la vieille institutrice. Étrangère, si, étrangère à nos manières, et même pratiquement plus étrangère que les deux autres, qui au moins du côté du père. Elle baissa la voix et jeta prudemment un regard circulaire avant d'ajouter « Vous avez entendu parler de Zinnia Lacrosse, l'étoile de cinéma ?» Boyne explora sa cervelle assez mal meublée sur cet article et déclara finalement qu'il croyait que ce nom-là ne lui était pas inconnu. « Voyons, n'est-ce pas elle qui a épousé l'autre jour un monsieur qui fait courir Lord je ne sais plus qui ? Je ne sais pas quelle est la dernière de ces énormités, il me suffit d'en connaître une, c'est qu'elle a épousé un jour Monsieur Water, et qu'elle en a eu Zinnie. Épousé Zinnia Lacrosse, la femme de Clive Water. Mais alors, la mère de Chipstone, qui était-ce ? Boyne avait envie de crier. Assez de devinettes, donnez-moi le temps de respirer. Mais sa voisine était lancée,
Elle ne s'arrêtait plus dans la voie des aveux et continuait à parler presque sans faire plus d'attention à lui que si son visage eût été la grille d'un confessionnal où elle versait tout ce qu'elle avait sur le cœur. Inconcevable, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ainsi. Monsieur s'est offert cette coquine. Zinni est né de ce mariage. Du reste, il faut tout dire. Il est plus à plaindre qu'à blâmer. Moi, j'ai toujours pris son parti. Pensez dans quel état il pouvait se trouver quand madame l'a planté là, lui qui n'avait qu'une idée fixe, un deuxième garçon à tout prix. Vous comprenez, avec les millions qu'il a à lui laisser. Boyne fit le geste d'un homme qui se noie. Madame Water avait planté là son mari? Mais quand? Comment? Pourquoi? Il supplia l'impitoyable narratrice de ne lui dire qu'une chose à la fois. Toutes ces apparitions d'inconnus, cette ronde de femmes et d'enfants étaient à donner le vertige. C'était un véritable casse-tête pour un homme qui venait de passer des années dans le désert. Allez, monsieur, le vrai désert, c'est le monde où nous vivons. Un désert où tous les 15 jours on roule sa tente comme des nomades pour s'en aller plus loin. Et les mariages aussi, des tentes comme les autres, des abris provisoires qu'on déploie un moment pour les jeter bas dès qu'on en a assez. Cependant, la vieille fille avait compris que pour obtenir la sympathie de son interlocuteur, il fallait que celui-ci se débrouillât dans cet enchevêtrement familial, et après avoir balayé le pont à droite et à gauche d'un nouveau regard circonspect, elle se mit en devoir d'éclaircir le mystère et d'en combler les lacunes à l'usage de Boyne. « Vous comprenez, dit la vieille fille. Judith m'a dit que vous... Monsieur Boyne, n'est-ce pas? Merci. Moi, mademoiselle Scope, Horatia Scope. L'horreur Scope, comme les enfants l'appelaient dans le dos par un horrible à peu près. Et elle le savait, mais ne leur en voulait pas. Vous comprenez? Judith m'ayant dit que vous étiez lié avec sa famille, j'avais cru, naturellement, que vous étiez instruit de toutes les vicissitudes de ce ménage agité. Mais puisque je vois que vous ne savez pas, je vais essayer de vous tirer toute l'histoire au clair, si on peut se servir d'un pareil mot pour une affaire si compliquée. Oh, cela n'ira pas sans peine, vous allez voir, mais si vous voulez quelqu'un de bien placé pour tout vous dire, vous ne pouviez pas mieux tomber. Comprenez donc que j'étais de la maison, et gouvernante de Judith avant que Blanca et Terry fussent encore là, avant la première, non, je me trompe, avant la deuxième brouille grave, ajouta-t-elle, comme un historien vous dirait, avant l'invasion des Hittites. Des brouilles, il n'en avait pas manqué dans le ménage. On se perdait dans le compte de ces querelles intestines. Mais la grande crise, la crise fatale, avait éclaté le jour où Madame Water avait rencontré le prince, cet affreux Buondelmonte qui était le père de Bunn et de Beachy, ou, pour mieux dire, de Béatrice et d'Astore Buondelmonte, qui était le vrai nom des malheureux petits. Ici Boyne se prit la tête à deux mains. Il se sentait prêt de naufrager. Mais alors, si Zinni est la fille de Water, est-ce que Bunn et Beachy sont des enfants de madame? Et Chipstone, par pitié, à qui appartient-il? Mon Dieu, répondit la vieille fille, je ne m'étonne pas de votre étonnement. Je dirais même qu'il vous honore. Vous avez l'âme trop noble pour pénétrer du premier coup une réalité si pénible. Non, Bunn et Beachy, Dieu merci, ne sont pas les enfants de madame. Ce sont les rejetons de cette canaille de prince, et d'une créature de basse catégorie, une écuyère de cirque, je crois, qu'il avait épousée et déjà abandonnée avant que cette pauvre madame se fût prise d'une toquade pour lui. Une toquade est un vilain mot, mais c'est celui dont madame se sert quand elle parle de cette malheureuse époque. Bref, madame Water, dans cet accès de folie, avait voulu à toute force rompre avec son mari pour épouser son prince. Monsieur, qui n'était pas un mari exemplaire, se montra dans cette circonstance vraiment chevaleresque, et prit les torts de son côté, cet euphémisme réjouit Boyne, pour permettre le divorce en faveur de sa femme. Mais il ne voulut pas se séparer de son fils et stipula 4 mois de visite annuelle que lui feraient ses 2 filles, et comme le procès donnait lieu à une vive discussion au sujet de la pension alimentaire, madame avait dû céder sur le chapitre des enfants, et ce fut le commencement des chagrins de Judith. Même toute petite, la pauvre enfant ne pouvait supporter les querelles de ses parents. Si cruellement qu'elle en souffrit, il fallut bien, hélas, qu'elle s'y accoutumât. Mais il y a une chose dont jamais elle n'a pu prendre son parti après le divorce et le double remariage, c'est d'être séparée de son frère, et puis d'être emballée annuellement avec sa sœur comme un colis, et de caramboler d'un palace à un autre dans tous les coins de l'univers, où il pouvait arriver que se trouvât pour l'instant un de ses auteurs.
C'est cela qui lui a donné, conclut la vieille fille, cet air précoce de maturité qu'elle a dans le regard. Heureusement, l'erreur de madame ne fut pas longue. Le prince y mit bon ordre. Il ne lui fallut pas un an de vie commune pour révéler ce qu'il était. Pauvre Judith, elle en sait quelque chose. Elle était seule avec sa mère à ce moment-là. Les derniers mois furent un calvaire. Mais, ajouta la Scope, si je me mets à faire des digressions, je n'aurai jamais fini. Je m'en tiens aux grandes lignes, juste ce qu'il faut pour éclairer l'histoire. Je vous disais donc que madame ouvrit les yeux. Elle rompit avec le prince, mais elle s'était tellement attachée aux deux petits, vous savez, il n'y a pas de meilleur cœur que madame, qu'elle a voulu les garder avec elle, et depuis, elle ne s'en est plus séparée. Le père était trop content de ce bon débarras, la mère aussi, c'est rien du tout. La vieille fille reprit haleine. « J'espère maintenant que vous commencez à comprendre. »« Oui, je commence. Mais Chipstone ?» questionna Boyne avec une patience angélique. « Chip? Ah, celui-là c'est un Water pur sang. Le cher ange, tout le portrait de son père, n'est-ce pas? Mais je vois que j'ai oublié quelques fils de l'écheveau. Où en étais-je? C'est cela, nous en étions à la séparation de madame. Vous savez qu'il n'y a pas le divorce en Italie. Elle se croyait donc liée avec son prince pour la vie. Par bonheur, ces hommes d'affaires ont fini par découvrir que le prince était bel et bien marié, tout ce qu'il y a de plus légalement, dans je ne sais quel consulat, au bout du monde, avec la mère de ses enfants, et comme cette femme vivait encore, le mariage avec madame devenait un cas de bigamie. Il était donc nul de plein droit, et madame redevenait tout naturellement madame Water. Et alors? Elle a eu un chagrin affreux, et monsieur n'en menait pas large, lui non plus, parce qu'il n'avait pas tardé à découvrir ce que valait cette horreur qu'il avait épousée. Même, il venait de demander le divorce. Judith était alors une fillette de 13 ans, déjà raisonnable et sérieuse comme vous la voyez. Elle supplia ses parents et fit tant qu'elle les amena à se revoir et à causer, enfin, à essayer de se remettre ensemble, parce que les petits ne voulaient plus vivre séparés et passaient leur temps sur les chemins à être ballottés de côté et d'autre comme des colis. Elle a fait ça, cette enfant. Judith n'est pas une enfant, elle ne l'a jamais été, elle n'a pas eu le temps. Enfin, c'est elle qui a trouvé moyen de rapprocher ses parents, échaudés et penauds de leur mésaventure, s'apercevant enfin du beau gâchis qu'ils avaient fait, si bien qu'ils ont convenu d'essayer de la vie commune. Ils se sont remariés voilà bientôt 3 ans. Chip est venu, et maintenant c'est le bonheur parfait et la vie en rose, jusqu'à la prochaine fois. « Vous dites ?» fit Boyne. La vieille institutrice lissa sa coiffure échevelée et tourna vers lui sa figure honnête et fatiguée. « Qui sait jamais ce que peut être l'avenir? Du reste, ce que j'en dis, c'est par appréhension, par peur du destin qui m'écoute. Pour le moment, tout va comme sur des roulettes, et nous serions tout à la joie sans ce pauvre petit Terry. Sa santé laisse toujours un peu à désirer. Monsieur et madame adorent les enfants, et pour Chip, ils sont tous les deux à genoux devant lui. Judith est persuadée que cette fois c'est pour tout de bon, que le mariage tiendra. Si cela tient, ce sera grâce à Judith et à vous. Oh, grâce à Judith toute seule. Tous les petits font bloc avec elle. Ils ne veulent plus qu'on les sépare. Ils ne se laisseraient pas faire. Ils s'aiment bien, vous savez, quoiqu'ils n'y paraissent guère avec toutes leurs disputes et les bourrades qu'ils se donnent. Et pour leur sœur, ils ont de la vénération, tous, même les petits métèques. Chapitre 4. Toute la petite classe, d'une seule voix, avait opposé un front de fer et un veto résolu à l'excursion de Monréal. Longtemps avant Palerme, la question s'était posée et avait fait l'objet d'un sérieux débat. Judith, qui ne connaissait pas la Sicile, avait consulté Boyne sur l'emploi de leur journée d'escale. Boyne, qui inclinait tout d'abord pour ses guests, en apprenant que toute la bande, y compris Chip, devait en être, avait indiqué Monréal comme un but plus accessible. « Et c'est tout aussi beau ?» demanda Judith. « Une des plus belles choses du monde, quand il n'y aurait que les mosaïques. » Elle joignit les mains en extase. « Il faut y aller. Nous ne connaissons rien. »« Et moi qui croyais que vous ne faisiez que voyager ?»« Oui, mais qu'est-ce qu'on nous fait voir? Des palaces et des sleepings. Papa n'emporte jamais un guide. Il demande au portier ce qu'il y a à voir, et quand il s'agit d'y aller, il y a toujours un empêchement. Il faudra tout nous montrer, tout. » Eh bien, pour commencer, nous verrons Monréal. Mais ce n'était pas l'avis de la petite classe. Le hasard voulut que Miss Cope déterrât dans un coin du bateau
un vieux Baedeker, et que sa mémoire rafraîchie, lui rendant de vagues réminiscences d'anciens élèves à elle, lui fit retrouver le nom d'un certain jardin princier contenant je ne sais combien d'hectares d'orangers toujours fleuris et pleins d'oranges. Elle y avait conduit jadis les 10 élèves, qu'on avait laissé ramasser des oranges à pleine poche, sur quoi le petit parlement avait voté comme un seul homme pour les jardins d'Aumale. Il y avait des moments où Judith, en dépit de toute son influence, se trouvait débordée et devenait impuissante devant les rangs serrés de l'opposition. Cette fois, raisonnement, persuasion, rien n'y fit. Il fallut que Terry y mît du sien. Le petit homme, qui se tenait pour le chef de la bande, se crut obligé par là d'être le plus raisonnable et fit observer que Judith, qui avait tous les embêtements, avait bien le droit en revanche de se promener où bon lui semblait. Là-dessus, Bun se prépara à hurler, et cette petite peste de Blanca dit aigrement que le sacrifice était généralement un moyen de n'en faire qu'à sa tête. « Eh bien, essaye, voir, » répliqua sévèrement Terry, et la petite rougit, sous sa peau délicate, comme si elle avait reçu un soufflet. « Sale bête, tu sais bien ce que je voulais dire. » Beachy, éclatant en sanglots au spectacle de son frère en détresse, lui frottait tendrement la tête contre sa poitrine en murmurant « Zitto, zitto, carissimo, cuor mio » et en poignardant du regard les deux grands. « Moi, je suis pour qu'on aille où qu'on mange des oranges » trancha Zinni de sa voix aiguë d'américaine, dont le fil semblait peler le fruit. « Ou alors à la place, qu'on aille quelque part où ce sera encore plus amusant, na !» Boyne se mit à rire, et Judith ajouta, d'une voix découragée, « Je vois que les oranges auront le dernier mot. » Terry proposa un compromis. « Tiens, Judith, les petits brûlent de savoir la fin de l'histoire que tu leur racontais. Tu sais, cette histoire de l'ancien temps, où il y a ces deux enfants qui n'avaient jamais vu d'auto. Ils en ont soupé des avions, des machines, des rayons X de la TSF. Eh bien, on ira là où tu en as envie. Seulement, tu vas nous promettre la fin du conte et on aura du chocolat pour le goûter. »« C'est ça, et des oranges. Moi, je me charge des oranges, » dit Boyne. « Il y a un jardin près du cloître. Je demanderai la clé. On pique-niquera, ce sera charmant. »« Mais des masses d'oranges, » stipula Zinni d'un air calculateur, tandis que Beachy tamponnait avec le coin de son tablier les larmes de son frère déjà consolé, lequel s'échappait en faisant la roue sur les pieds et les mains et en glapissant à tue-tête. « N'orange, n'orange, n'orange !»« C'est bon. D'ailleurs, je m'y attendais, » murmura Blanca, dardant ses yeux gris sur Boyne. Judith triomphait et, prenant le bébé dans ses bras, déclara « Et puis, Chip veut aller à Montréal. »« Oh, alors du moment que Chip le veut, » fit Blanca en abaissant des paupières résignées. Par bonheur, une dispute s'éleva entre les trois moyens, sur le point de savoir si l'on dit orange ou n'orange. Profitant de cette diversion, Judith et Miss Cope firent avec Boyne le plan de l'expédition et le lendemain matin, quand le paquebot stoppa en rade de Palerme, toute la bande se pressait en tête des passagers qui s'embarquaient sur le transborder. Maintenant, couché tout de son long sur un banc de pierre, au soleil, Boyne écoutait, les yeux mi-clos, une petite voix sérieuse et plaintive qui déjà lui remuait le cœur. Amadoué par un pourboire, le custode leur avait ouvert le jardin de la cathédrale et des parterres de lavande tout assoupis sur leur terrasse au-dessus des vergers d'orangers. Au bout de la plaine, les montagnes plongeaient leurs degrés de saphir pâle dans le saphir plus dense de la mer, sur lequel flottaient les dômes et les tours de la ville. Au premier plan, en pleine lumière, la jeune fille était assise avec toute la marmaille en grappe à ses genoux. Plus loin, discrètement, l'institutrice et la nounou surveillaient, tout en tricotant, le panier du goûter, et la petite voix disait « Quand Polycarpe et Lullaby, dans la Victoria au cheval blanc, rentrèrent au palais de leur mère, voilà qu'ils virent la peau de zèbre qui servait de tapis, qui s'était mise sur ses pattes et broutait les bouquets du salon et les perroquets jaunes du papier qui s'était échappé et qui mettaient tout sens dessus-dessous en dispersant leurs graines sur le parquet. Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est que le coucou de la chambre d'enfant s'est envolé à son tour, et que les bonnes ne savaient plus l'heure, ni à quel moment il fallait coucher et lever les enfants. « Chouette alors, » dit Bun. « Vous n'y êtes pas, » reprit la voix sévère de Judith. « Ce fut pour les enfants un grand malheur, le plus grand malheur qui leur fût encore arrivé, parce que la cuisinière non plus ne savait pas l'heure, et comme personne n'était là pour la lui dire, il n'y avait plus de déjeuner. Et un beau matin, la cuisinière se sauva sur le zèbre parce qu'il n'y avait pas d'autre voiture et qu'elle n'avait plus qu'à se tourner les pouces.
Ils n'avaient qu'à se plaindre à leurs parents, fit Zinni, de son air de petite personne pratique. Mais non, ils ne pouvaient pas, puisque c'en étaient des nouveaux qui ne connaissaient pas le coucou, dit Bun avec autorité. Alors ils n'avaient qu'à retourner chez ceux d'avant, répliqua Zinni. Ils ne pouvaient pas non plus, puisque Sally Menther, l'amie de leur ancienne maman, n'était pas assez grande pour les y mener tous, reprit Bun, intrigué par ce qu'allait suivre. Non, Sally n'était pas assez grande pour les prendre tous sur son dos et les emmener avec elle, mais je suis sûr, continua Judith, que les seconds parents n'auraient pas demandé mieux que d'être très gentils, si les enfants, de leur côté, avaient eu un peu de patience et avaient su s'y prendre. C'est seulement les premiers jours que ça allait un peu de travers, et puis d'ailleurs, autant que je vous parle, les parents étaient en voyage. Eh bien, et le téléphone? Il n'existait pas dans ce temps-là. Allons donc, on dit ça dans les livres, dit Zinni, très sceptique. Tu es bête. Quand Scopie était petite, ajouta Terry, il n'y avait pas le téléphone chez elle. Beachy, toujours sensible, se prépara à donner quelques larmes à l'infortune de Scopie, mais celle-ci intervint avec sévérité. « Pas de ça, Béatrice. Ne vous mettez pas à faire votre italienne. » Et la narratrice poursuivit. « Alors, les pauvres enfants n'ont plus à manger. »« Ah, je vois. Ils sont morts de faim, poverini. » gémit Beachy, levant au ciel deux petits bras de cuivre dans un geste de commisération. « Pas encore, car voilà qu'ils rencontrent à la lisière de la forêt. »« Quelle forêt? Il n'y en avait pas tout à l'heure, » coupa aigrement Zinni. « Il y en a une à présent, parce que tous les arbres et les fleurs du papier avaient émigré à leur tour et s'étaient plantés dans le jardin où ils s'étaient mis à pousser afin que les perroquets trouvent de quoi nicher et que les zèbres... Les zèbres! Tout à l'heure, il n'y avait qu'un zèbre !» Cette remarque sardonique fut faite par une Blanca froide et indifférente comme une grande personne. « Sotte, tu ne vois donc pas que le zèbre s'était marié et qu'il avait déjà un tas de charmants orphelins et 3 petits bés comme nous, et que Madame Zèbre avait aussi de la famille, et même 2 familles, expliqua Zinni en comptant sur les petites quenelles qui lui servaient de doigts. Ce qu'il devait être content, le zèbre. Et les petits zèbres, ils ne se sont plus jamais séparés, dit Judith. Bien sûr que non. Zinni, je te défends de dire sotte à Blanca. Mais cela n'empêche pas que Polycarpe et Lullaby mouraient de faim, parce que le coucou ne marchait plus et que la cuisinière s'était sauvée sur le zèbre. « Est-ce qu'ils sont morts tout à fait ?» fit Zinni en ouvrant de grands yeux. « Non, heureusement, car voilà qu'à la lisière de la forêt, ils eurent la chance de rencontrer un grand monsieur qui conduisait un petit je veux dire un cabriolet attelé d'un petit poney. Un poney, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit cheval, pas plus haut que Bun. Un poney, je suis un poney, cria Bun qui se mit à ruer et à hennir. Et le cabriolet était plein jusqu'au bord, de quoi ? Qui est-ce qui va le dire le premier ? La question se perdit dans un cri général de « Orange, orange, orange !» parti à la fois de toute la petite troupe. Boyne, au moment pathétique, venait de défaire ses ballots et tout sautait et se bousculait dans une joie que Scopie et la nounou s'efforçaient en vain de modérer. « C'est le moment, » dit Boyne. « Nous filons à la cathédrale. » Il passa la main au bras de Judith et l'entraîna à travers le cloître dans la grande nef spacieuse et retentissante. Venant de la terrasse inondée de lumière, l'intérieur leur parut d'abord noyé dans une pénombre impénétrable, mais peu à peu, à travers la demi-obscurité, les murs et les voûtes formidables se mirent à rayonner d'une lueur surnaturelle, qui était la gloire d'or sourd et le soleil solide et vitrifié des mosaïques sur lesquelles les grands fantômes de saints, de rois et de prophètes alignent leur solennel cortège. Boyne mena la jeune fille vers un des piliers de la nef, et ils s'assirent côte à côte sur la large base de la colonne. « D'ici, vous serez bien pour voir. » Mais il s'aperçut aussitôt qu'elle ne voyait rien. Son petit profil était bien dirigé dans une expression attentive vers le point qu'il lui désignait, la tête renversée et béante et ses longs cils collés à la peau de l'arcade sourcilière, comme un petit éventail de plumes. Mais il ne se passait rien sur le reste du visage, où à l'origine se pressait une telle foule d'émotions. Elle resta ainsi longtemps sans mouvement et sans parole. Enfin elle se tourna et lui dit avec gêne, c'était la première fois qu'il la trouvait timide, « J'ai peur d'être encore plus sotte que vous ne pouviez vous le figurer. » Sans doute tout cela ne vous dit rien. Et elle baissa la voix. « Ces gens me font un peu peur. » Je suis bien contente,
ajouta-t-elle, de ne pas avoir ramené Chip. Enfant. Et il posa la main en souriant sur la sienne. Quel enfant, en effet, aussitôt qu'elle n'était plus entourée de ses poussins. Mais vous savez, je veux comprendre, ajouta-t-elle gravement. Parce que vous trouvez que c'est beau et Scopy dit que vous savez tout. Ce n'est pas une affaire de science, commença-t-il. Mais il s'arrêta aussitôt. Au fait, elle avait raison, cette petite, c'était bien là toute l'affaire. Combien de milliers d'associations, d'images accumulées, que de souvenirs de lecture, de tableaux, de récits d'histoire, allaient et venaient entre Boyne et ces créatures surhumaines et jetaient un pont d'un monde à l'autre. Mais oui, c'était absurde de s'imaginer qu'une enfant de 15 ans qui ne savait rien du passé, aussi désarmée qu'une petite sauvage devant le symbolisme subtil du Moyen-Âge, serait capable d'éprouver devant ce chef-d'œuvre autre chose que l'effroi de son étrangeté. Et pourtant, ce lui fut une petite déception, tout occupé déjà, en homme qu'il était, à la folle entreprise de parer la femme qui lui plaisait et de toutes les qualités qui lui rendaient la vie agréable à lui-même. Une femme, mais ce n'est pas même une femme, c'est une enfant. La prendre pour autre chose, il ne manquait plus que cela, c'était le bouquet. Obscurément irrité contre lui-même et la jeune fille, il se leva et tourna le dos avec un peu d'impatience au gouffre doré de l'abside. « Allons, venez, il fait frais ici après un bain de soleil. Retournons au jardin, c'est encore ce qu'il y a de plus beau. » Sur le seuil, elle s'arrêta un moment et jeta un regard de regret le long de la perspective sublime. « Je sais bien qu'un jour il faudra que je revienne ici. »« C'est dit, nous reviendrons ensemble, » fit-il, pour dire quelque chose. Mais une fois au soleil, au milieu de sa couvée qui se précipitait sur elle pour la conduire avec des gambades et des cris vers la nappe du goûter, elle se retrouva instantanément une petite femme gaie, active, précise, maîtresse d'elle-même et de la situation. Décidément, plus Boyne la voyait et plus elle l'intriguait, moins il réussissait à la situer exactement. Son âge. Il pouvait flotter de 15 à 17 ans, joli, il n'aurait su le dire. Tout à l'heure, dans la cathédrale, elle lui avait paru tout à fait ordinaire avec sa bouche un peu béante, son teint de palote, presque fade, quand la gaieté ne l'éclairait pas, sa masse de cheveux châtains et tout à fait quelconque, sans rien de cette électricité qui donne à certaines chevelures autant de magie qu'aux lèvres, et ce petit nez insignifiant, qui n'avait ni la perfection de celui de Blanca, ni le comique effronté de celui de Zinni. À ces moments-là, la jeune fille n'avait vraiment rien pour elle. L'inventaire était négatif. Ici, en plein soleil, sans chapeau, décoiffée, avec toute la marmaille qui lui grimpait sur les épaules, sa bouche semblait une flamme, ses yeux une source de joie, tout son être un rayon de lumière. C'était une créature en quelque sorte intermittente. Son corps ne paraissait qu'une émission du sentiment, la projection successive et à peine physique de ses craintes et de ses ardeurs, presque sans substance propre, sans un atome d'égoïsme. Comment cette créature sans poids et sans matière se trouvait-elle la fille de réalité aussi compacte que l'était le ménage Wetter? Pour retrouver Joyce Mervyn telle qu'il se la rappelait, grande, forte et bien en chair, c'est Blanca qu'il fallait regarder. Judith, elle, c'était une idée, une vision, un souffle, tout le contraire de Madame Wetter. Le pauvre Boyne s'y perdait. Quand la petite bande, lasse et tombant de sommeil, se rembarqua dans l'automobile, il n'avait pas encore réussi à trouver à qui Judith ressemblait, et moins encore à quoi s'en tenir sur sa beauté. Ce soir-là, le sommeil le surprit en train de tourner une lettre à Madame Rose Sellers. « Je serais curieux de savoir ce que vous en diriez. Une drôle de petite personne qui change d'heure en heure et qui n'a pas l'air d'être une figure réelle, excepté quand elle fait la maman. Alors, elle vous étonnerait. En dehors de ces instants-là, on cherche quel est son être véritable, et ce qu'on trouve, c'est un instrument où le vent joue, un miroir où se mirent les nuages, une espèce de plaque sensible, combien sensible et combien frêle. » Et par un geste de prudence, juste au moment où il sentait qu'il allait s'endormir, il ajouta « Pas joli pour dessous du reste, quel dommage !»